Pour ce point d'actualité, je partirai de la situation qu'on a connue dans ce pays il y a quelques jours seulement. Je veux parler bien évidemment de la révolte des agriculteurs. Alors bien évidemment, au moment où on fait ce point d'actualité, au moment où on parle, le mouvement, la mobilisation des agriculteurs, qui s'est traduit notamment dans le fait que beaucoup de routes, beaucoup d'axes routiers ont été bloqués, et en particulier ceux qui conduisent à Paris, cette mobilisation a reflué, peut-être d'ailleurs momentanément. Mais la révolte et les raisons de la révolte, elles sont toujours là. On a tous entendu ces agriculteurs expliquer la situation qui est la leur et qui est celle en réalité de la très grande majorité des paysans de ce pays. Ils ne vivent pas, ils ne vivent plus de leur travail. Parce que les prix auxquels ils vendent leur production, tout simplement, ne leur permettent pas de s'en sortir. J'ai en tête notamment les témoignages de ces agriculteurs qu'on a pu entendre à la radio, à la télé, qu'on a pu lire dans la presse et qui disent « on vit avec moins de 1 000 € par mois ». Quantité de couples de paysans vivent aujourd'hui avec moins d'un salaire par mois. Et cette situation, elle découle directement de la politique mise en œuvre par ce gouvernement, dans la continuité de tous les gouvernements qui l'ont précédé, et qui tous sont entièrement et totalement soumis au traité de libre-échange. Alors, la révolte a explosé et cette révolte, on l'a tous constaté, a été, et est toujours d'ailleurs, extrêmement populaire dans le pays. Pour une simple et bonne raison, résumée d'ailleurs par un agriculteur que j'ai entendu, c'était sur BFM Télé, vendredi dernier, juste après les annonces du Premier ministre. Il disait « Qu'est-ce que vous voulez que j'explique à mes enfants ? Qu'il faut qu'ils reprennent l'exploitation ? Je leur dis le contraire, et pour une simple et bonne raison. C'est que je ne veux pas qu'ils s'endettent pour toute une vie, pour faire des prêts qu'ils ne pourront jamais rembourser. » Et ensuite, il enchaînait en disant la chose suivante. « Mais la situation qui est la nôtre, à nous paysans, c'est celle de millions et de millions dans ce pays, parce que l'inflation, elle est pour tout le monde, parce que l'envolée des prix, c'est pour tout le monde. Et ce paysan a raison. » Alors on a vu le gouvernement paniquer à la vue de cette mobilisation très importante des paysans qui, de fait, bloquaient le pays. Ils craignaient une chose, ils craignaient le blocage total et ils craignaient que l'incendie ne se propage et ne s'étende à d'autres secteurs. Et il s'est empressé de tenter par tous les moyens de trouver un accord qu'il a trouvé avec le syndicat majoritaire, la FNSEA. Des annonces ont été faites, c'était à la fin de la semaine dernière, c'était vendredi dernier, des annonces, il faut bien le dire, qui fondamentalement ne règlent absolument rien. Sur les prix en particulier, rien du tout. Et pour une simple et bonne raison, c'est que pour ce gouvernement, il est hors de question de remettre en cause le carcan des traités de libre-échange qu'en ce moment même, il continue à négocier, et je pense notamment au traité du Mercosur. Et il faut même aller plus loin. En réalité, ce gouvernement a un programme, il a une politique, et cette politique, elle conduit tout droit à la destruction pure et simple de l'agriculture telle qu'on l'a connue par le passé. Une agriculture qui devrait laisser la place à un système entièrement aux mains de quelques grands groupes, entièrement aux mains des multinationales et du marché capitaliste. Et on peut étendre ce raisonnement à toute une série de questions parce qu'il en va ainsi pas simplement de l'agriculture, il en va ainsi de tous les domaines et de tous les secteurs. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant, à l'Assemblée nationale, le tout nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, a fait son discours de politique générale. Il fait son discours de politique générale au moment même où le pays est bloqué par les barrages sur les routes dressés par les paysans. Il n'en dit pas un mot. Mais il annonce le plan qui est le sien pour les semaines et les mois à venir. Et ce plan, c'est un plan de guerre. C'est un plan de massacre social. Je ne peux pas tout énumérer, ce serait trop long, mais je donne quelques exemples. Il entend s'en prendre au Code du travail, au SMIC,
qui devraient être remis en cause et purement et simplement liquidés. Les allocations versées aux chômeurs en fin de droit, tout ça devrait disparaître et devrait être remis en cause. Bref, c'est massacre à la tronçonneuse dans l'ensemble des acquis sociaux. Et ça s'accompagne d'une tonalité autoritaire de plus en plus inquiétante. Alors, vous me direz, on a l'habitude, mais en même temps, on ne s'y habitue pas et le cours des choses, tel le cours que suivent aujourd'hui les choses, est tout de même de plus en plus inquiétant. J'en prendrai un exemple, celui de l'école. En ce moment même, l'instruction est de plus en plus vidée de sa substance, vidée de son contenu. Mais à la place, le gouvernement annonce la généralisation du port de l'uniforme à l'école, la généralisation du service national universel, tout ça dans un objectif, mettre au pas la jeunesse au moment même où on la prive de son droit à un avenir. Donc, je l'ai dit, un programme de massacre social parce que, en réalité, pour ce gouvernement, aux ordres des grands groupes, des multinationales, aux ordres des marchés financiers, du capital financier, tout, absolument tout, doit y passer. Et ce gouvernement, totalement minoritaire, parce que ce gouvernement est minoritaire, il est minoritaire à l'Assemblée nationale, il est minoritaire en particulier dans le pays, et parce qu'il est minoritaire, ce gouvernement pousse au pire. Et j'en veux pour preuve une loi qui est passée à l'Assemblée, avec bien évidemment l'appui et la complicité, l'approbation de la droite et du Rassemblement national qui se frottent les mains. J'en veux pour preuve la loi Darmanin. Je ne vais pas ici énumérer toutes les mesures qui composent la loi Darmanin. Cette loi est une loi de division raciste de la société. C'est une loi dont l'objectif est de dresser les gens les uns contre les autres. Parce que, je le répète, ce gouvernement, parce qu'il est minoritaire, pousse au pire. Cette loi, elle a un contenu très simple. Elle désigne comme bouc émissaire les étrangers, les immigrés, toute une partie de la population française. Alors vous l'avez vu, le Conseil constitutionnel a censuré une partie importante, conséquente, de la loi Darmanin. Il en a censuré plus d'un tiers, mais tout le reste demeure. Et une loi raciste, même amputée d'une partie de son contenu, reste une loi raciste. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut continuer à se battre bec et ongle pour son abrogation. Ce gouvernement, je l'ai dit, qui vient de faire passer la loi Darmanin, cette loi de division raciste de la société, d'ailleurs au passage, quand on en voit le contenu, on est en droit de se poser une question. Qu'est-ce que Marine Le Pen? Qu'est-ce que le Rassemblement national qu'on agite continuellement comme un épouvantail? Et on a des raisons d'avoir peur, mais qu'est-ce que le Rassemblement national ferait de pire? Ce gouvernement qui vient de faire passer cette loi, c'est le même qui, aujourd'hui, est complice des pires atrocités, du massacre de masse, du génocide qui est en cours en Palestine et à Gaza. Oui, il est complice, parce qu'en ce moment même, il continue par exemple à livrer des armes au gouvernement israélien, au gouvernement génocidaire de Benjamin Netanyahou. Alors, après cette énumération assez sinistre et inquiétante, il faut bien le dire, il y a une chose qui saute aux yeux. D'une certaine manière, jamais le fossé, jamais l'opposition entre la politique menée en haut, menée par le gouvernement, et de l'autre, l'aspiration en bas de la plus grande majorité de la population, jamais le fossé, jamais l'opposition entre les deux n'a été aussi forte, n'a été à ce point aussi importante. Et là, ça m'amène à me poser un certain nombre de questions. Pendant des années, j'ai été un militant syndicaliste et je constate que contre la situation qui est faite aujourd'hui à la plus grande partie de la population de ce pays, qui n'en peut plus, qui n'en veut plus, à l'échelon local, à l'échelle des départements, à l'échelle des localités, à l'échelle des entreprises, des services, les organisations syndicales, les militants syndicalistes
des associations, des organisations, y compris politiques, s'unissent, se rassemblent pour tenter de faire face à cette politique, pour faire face à cette politique. Malheureusement, force est de constater que, en haut, au sommet des grandes centrales syndicales, ça n'est pas tout à fait la même chanson. Bien souvent, les réactions restent très prudentes, pour ne pas dire, dans un certain nombre de cas, assez timorées. Le plus souvent, chacun reste dans son couloir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça n'est pas le gage de la plus grande efficacité face à la politique à laquelle on est confronté et qui est quand même la politique la plus réactionnaire qu'on connaît depuis des décennies et des décennies. Mais je ne voudrais surtout pas m'arrêter à ce simple constat, parce que je reviens au tout début de ce point d'actualité. La situation, d'abord et avant tout dans ce pays, elle est marquée par le fait que la colère gronde, que la révolte est extrêmement importante et qu'il y a, d'une certaine manière, un refus généralisé qui traverse tout le pays. Et je suis absolument convaincu que tôt ou tard, c'est cela qui l'emportera. En tout état de cause, une chose est certaine, c'est là-dessus que nous devons être orientés. C'est sur cette révolte, ce refus qui monte de tout le pays, qui se heurte, c'est vrai, à des obstacles, mais qui monte de tout le pays, que nous devons être concentrés. Et toutes nos forces doivent être tendues sur un objectif, aider à rassembler toutes les forces aujourd'hui qui existent et qui aspirent tout simplement à ce que cette politique, ceux qui la mènent, ceux qui la soutiennent, dégagent purement et simplement.